L'été 1997, j'avais 23 ans et je faisais une pause dans mes études de master. Mon cousin Eric venait tout juste de s'installer à Édimbourg en Écosse pour le travail et il m'avait proposé de loger dans la chambre d'amis de son appartement si je voulais venir quelques semaines. J'ai sauté sur l'occasion. Je n'avais encore jamais mis les pieds au Royaume-Uni et Édimbourg avait ce charme gothique et sombre qui m'a ensorcelée dès que je suis descendue du train en provenance de Londres. L'appartement d'Eric se trouvait dans la vieille ville, juste à côté du Royal Mile. Il habitait dans un immeuble plusieurs fois centenaire, près de Canongate, non loin du palais de Holyrood. La bâtisse avait cette élégance bancale, avec ses murs hauts et étroits, ses pierres noircies par la suie et ses fenêtres à petits carreaux. Les murs penchaient légèrement, les plafonds craquaient et il y avait un courant d'air constant, même en plein mois d'août. J'ai vite compris qu'Édimbourg était un véritable royaume hanté. Impossible de faire 3 pas sans tomber sur une affiche vantant une visite guidée des lieux hantés. J'en ai fait plusieurs, la plupart amusantes mais théâtrales, avec des acteurs surgissant en cape noire ou murmurant des histoires effrayantes à la lueur des bougies. Rien de tout cela ne m'a impressionné. Je n'étais pas du genre à croire à ce genre de choses. Pas encore. C'est l'immeuble d'Eric qui a tout changé. Le lendemain de mon arrivée, il m'a fait visiter les lieux. L'appartement était modeste mais chaleureux. Une cuisine, un petit salon, 2 chambres et une salle de bain avec une baignoire sur pied qui ne se vidait jamais complètement. Le couloir à l'extérieur de l'appartement était étroit et sombre, avec des lambris écaillés et un escalier en colimaçon qui montait et descendait. La plupart des habitants utilisaient le grenier pour stocker vieux meubles et appareils hors d'usage. Mais ce qui m'a marqué, c'était le bas. La cave, elle ne faisait plus vraiment partie de l'immeuble. Son accès était verrouillé derrière une lourde porte en bois, au bas de l'escalier. Mais Eric avait trouvé une clé en fouillant dans un tiroir après son emménagement. D'après lui, la cave s'étendait sous plusieurs immeubles, du pâté de maisons. Au XVIIIe siècle, elle servait à entreposer des denrées, mais plus tard, lors d'une des épidémies de choléra, elle avait fait office de morgue improvisée. On y laissait les corps en attente d'inhumation, dans l'obscurité fraîche et humide. Bien sûr, j'ai cru qu'il me faisait marcher. Pourtant, il m'a montré la clé. Une longue clé en fer, ouvragée, avec des dents dignes d'une porte de cachot. Il m'a dit qu'il y était descendu une fois, mais à peine quelques pas. L'air y était épais, étrange d'une façon qu'il ne savait expliquer, et il s'était senti observé. Il n'y était jamais retourné. Il m'a fallu près d'1 semaine avant d'oser essayer moi-même. C'était un mercredi matin. Eric était au travail et l'appartement baignait dans le silence. J'ai pris la clé et je suis descendu l'escalier étroit. La porte au bas semblait plus vieille que le reste de l'immeuble, massive, avec des gonds rouillés et des ferrures noires. J'ai tourné la clé, elle a coincé à mi-chemin, mais avec un peu de force. Elle a cédé et la porte a gémi en s'ouvrant. La première chose qui m'a frappée, c'est l'odeur. Terre humide, moisissure et un relent métallique sous-jacent. La lumière du couloir s'évanouissait à quelques pas à peine. J'ai allumé ma lampe torche et je suis entrée. Le plafond était bas et voûté, fait de briques rugueuses, striées de suie. Les murs suintaient d'humidité, le sol inégal en pierre était parsemé de flaques. J'ai croisé des piles de caisses pourrissantes, des crochets rouillés sur les murs, et des étagères couvertes de verres brisés et de papiers en lambeaux. Je ne saurais dire pourquoi je continuais à avancer. Quelque chose me tirait en avant. À une 15aine de mètres, j'ai découvert ce qui semblait être un ancien local d'inspection ou un bureau. L'encadrement de la porte portait encore les gonds d'une lourde porte disparue. À l'intérieur, le plafond montait légèrement, et au centre de la pièce se trouvait une table massive, cerclée de fer, avec des anneaux aux 4 coins. Sa surface portait des résidus sombres, craquelés, noircis. C'est là que ma lampe a commencé à vaciller. Je l'ai tapotée, agacée, mais elle s'est éteinte pour de bon, ne laissant qu'une faible lueur orangée avant de mourir complètement. Je suis restée figée, le souffle court, hésitant entre bouger ou attendre que mes yeux s'habituent. C'est alors que je l'ai entendue, une respiration. Qui n'était pas la mienne? Elle venait de l'autre côté de la pièce, profonde, lente et humide, comme si quelqu'un peinait à respirer à travers une gorge obstruée. Ma poitrine s'est resserrée. J'ai tourné sur moi-même, désorientée dans l'obscurité,
et j'ai senti un souffle d'air me frôler, comme si quelque chose de massif venait de passer sans toucher le sol. La table en fer a crissé. Je n'ai pas attendu. J'ai tourné les talons et j'ai couru. J'ai trébuché une fois, violemment, me heurtant contre le mur et raflant mon bras sur la pierre rugueuse. Je me suis relevée, ignorant la douleur, et j'ai foncé vers la sortie. Arrivé à la porte de la cave, je l'ai claquée, verrouillée, et j'ai laissé tomber la clé. Je n'ai rien dit à Eric ce soir-là. Je n'arrivais pas à expliquer ce que j'avais ressenti ou entendu, et à vrai dire, je doutais de moi-même. Peut-être que les bruits venaient des tuyaux, peut-être que mon esprit me jouait des tours dans l'obscurité. Mais ce n'était pas fini. La nuit suivante, je me suis réveillée en sursaut à cause d'un grand fracas dans le couloir. Un bruit lourd, résonnant, comme si une porte avait été violemment poussée et avait heurté le mur. Je me suis redressée, le cœur battant, et j'ai écouté. Rien, juste le silence. La deuxième nuit, cela s'est reproduit. Cette fois, j'ai entendu des pas, lents, délibérés, lourds, pas venant d'en haut, d'en bas. Ils se sont arrêtés devant la porte de notre appartement. Je n'ai pas bougé. Après ce qui m'a semblé une éternité, j'ai entendu les pas s'éloigner, redescendant l'escalier. La troisième nuit, Eric les a entendus lui aussi. Les coups, les pas. Il avait le teint blafard le matin, plus du tout son habituel air sarcastique. Il n'a presque rien dit, a bu son café en silence et est parti travailler plus tôt que d'ordinaire. L'appartement est devenu glacial. Pas juste un courant d'air, un froid qui vous mord jusqu'aux os. Nous avons essayé des chauffages d'appoint, des couvertures supplémentaires, tout. Rien n'y faisait. Un matin, j'ai trouvé le thermostat réglé au minimum. Ni l'un ni l'autre n'y avait touché. Puis les objets ont commencé à bouger. D'abord des petites choses. Une cuillère tombée du comptoir. Un cadre glissé de l'étagère. Puis il y a eu les bruits, des coups contre les murs, des tapotements aux fenêtres, bien que nous soyons au 2e étage. Une fois, j'ai trouvé tous les placards de la cuisine ouverts. Une autre fois, la trousse de toilette d'Eric avait été vidée dans les douées AVC. Une nuit, alors que nous étions tous deux assis dans le salon devant la télévision, toutes les lumières se sont éteintes en même temps. La télévision aussi. Et puis, du couloir, nous avons entendu un bruit sans équivoque, celui d'une clé tournant dans la serrure de la porte de la cave. Eric m'a fixé. Je n'ai pas bougé. Alors, quelque chose a commencé à monter l'escalier. Lentement, une marche après l'autre. Il y avait 13 marches entre la cave et le palier. Je les ai comptées toutes. Quand la 13e marche a craqué, la lumière du couloir s'est rallumée. Il n'y avait rien. Après cela, Eric a quitté l'appartement pour aller loger chez un collègue. Moi, je suis restée. Je ne saurais dire pourquoi. Peut-être par défi, ou peut-être parce que j'avais besoin d'aller jusqu'au bout. Cette dernière nuit, j'étais allongée dans mon lit, parfaitement éveillée. La pièce était glaciale. L'air était lourd, pesant sur ma poitrine. À 3h07 du matin, la porte de la chambre s'est ouverte d'elle-même. Je me suis redressée. Au pied du lit, quelque chose a bougé dans l'ombre. Je l'ai senti, pas vu, pas entendu, mais senti, comme si l'air avait un pouls. Le matelas a bougé, s'enfonçant légèrement près de mes pieds. Je ne pouvais plus bouger. J'ai senti des doigts froids et longs se refermer autour de ma cheville. Ils ont serré si fort qu'ils m'ont laissé des marques. Puis tout s'est arrêté. L'air est redevenu normal. Le froid a disparu. Ma porte s'est refermée doucement. Le lendemain matin, j'ai fait mes valises. Eric n'est jamais revenu. Quelques semaines plus tard, il a trouvé un autre appartement dans Newtown et a laissé le bail expirer. Je n'ai jamais parlé au propriétaire, jamais raconté à personne ce qui s'était vraiment passé. Mais quelques années plus tard, je suis tombée sur une vieille archive en ligne, avec les plans du pâté de maison de Canongate. Au XIXe siècle, une pièce cachée sous notre immeuble avait servi de repère aux résurrectionnistes, ces pilleurs de tombes qui revendaient des cadavres aux écoles d'anatomie. La table dans la cave faisait partie de leur poste de préparation. Je ne suis jamais retournée là-bas. Mais parfois, quand je me réveille vers 4h du matin, je sens encore l'empreinte de ses doigts sur ma cheville, comme si quelque chose m'avait suivi, ou peut-être simplement qu'il se souvenait de moi. Dans tous les cas, je m'en souviens, et je n'ai plus besoin d'y croire. Je sais,